J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui je vais vous parler des maladies. La cause des maladies, c'est donc la suite des cours sur les microzymas selon le professeur Antoine Béchamp. Alors, comme on a vu ultérieurement, le microzyma est spécifique non seulement de l'individu qu'il bâtit, mais également de l'organe dans lequel il se trouve. Il peut donc changer, se spécialiser, selon les besoins, croissance ou spécificité organique. Nous pouvons donc supposer qu'il peut également devenir pathologique et passer par l'état transitoire de bactéries. Qu'est-ce que la maladie ? Béchamp nous dit, je cite, « La question est bien trop embarrassante. Je peux simplement vous assurer que lorsque nous sommes malades, c'est bien nous qui sommes les patients, qui souffrons, et que c'est bien notre corps qui est le sujet de la maladie qui l'opprime. La maladie est l'apanage de ce qui est organisé et vivant. » Il est bien évident qu'on ne peut pas imaginer qu'une soupe ou un jus de fruits laissé sur une paillasse puisse devenir malade. La naissance de la mythologie du microbisme. La théorie des germes morbifiques ne nous vient pas de Pasteur. Raspail, longtemps avant lui, avait fondé une médecine et une thérapeutique parasitaire. Les parasites microscopiques sont des êtres déjà organisés, on parle d'eucaryotes, constitués d'une ou plusieurs cellules avec un noyau et disposant d'une autonomie. Exemple, nous avons les levures, comme la levure de bière, les algues microscopiques, les protozoaires, comme la Giardia lamblia, dont voici la photo avec des microzymas qui sont les petits points brillants tout autour. Le Trichomonas vaginalis, les mycètes champignons microscopiques. Ces eucaryotes se reproduisent soit par division en deux, soit par des mécanismes plus ou moins sexués. Ce sont des êtres vivants organisés, bâtis par les microzymas, bien visibles au niveau de la membrane des cellules de levure de bière. Certains d'entre eux ne peuvent vivre qu'en parasitant un autre être organisé plus volumineux. Ensuite, ce seront Kircher, Linné, puis Bonnet, qui évoqueront les premiers la doctrine des germes morbifiques préexistants, les prokaryotes ou bactéries. Voilà ce que disait Buffon, un autre scientifique du XIXe siècle, au sujet de ces théoriciens. Je cite, « Quelques anatomistes préoccupés du système des germes préexistants ont cru de bonne foi qu'il y avait aussi des germes monstrueux et que Dieu avait créé ces germes monstrueux dès le commencement. Mais n'est-ce pas ajouter une absurdité ridicule et indigne du Créateur à un système mal conçu ?» Fin de citation. Est-ce que ce sont les mouches qui ont construit le tas de fumier ? Bien sûr que non. Les mouches interviennent après pour redistribuer la matière azotée à la surface du sol et créer, comme vous le savez, l'humus. Eh bien, il en est de même pour les bactéries présentes lors des maladies. Elles sont là pour éliminer les tissus malades ou les corps étrangers et non pour détruire la vie. Sur cette photo, on voit des staphylocoques dorés en microscopie électronique à balayage. Là encore, nous pouvons distinguer les microzymas qui les constituent. Les médecins, à cette époque, continuaient à placer dans l'organisme même la cause des maladies. Aucun maître ou professeur de l'époque, dans les facultés de médecine,
n'avait fait du germe la cause des maladies, bien qu'il soit de notoriété publique que les hommes, les animaux et les végétaux pouvaient être affligés de maladies parasitaires. Mais il n'omettait pas la part qui revenait à l'organisme hôte dans l'évolution de la maladie parasitaire. Pasteur n'a tenu aucun compte des travaux, observations ou opinions des médecins de l'époque. Il a commencé par nier farouchement l'existence des microzymas, puis il les a reconnus dans les poussières de l'air, mais leur a donné le nom de microbes. Son système de panspermie atmosphérique n'explique en rien ce que deviennent les millions de microzymas que nous aspirons avec l'air. 8 000 à 12 000 litres d'air, suivant l'âge et l'activité, transitent chaque jour dans un organisme humain adulte. Ce que nous absorbons avec l'eau, les liquides et les aliments que nous ingérons. Je vous rappelle que, selon Béchamp, ce sont des centaines de millions de microzymas que nous absorbons par jour. Monsieur Louis Pasteur précise simplement, je cite, « On doit admettre que dans l'état de santé, le corps des animaux est fermé à l'introduction de ces germes extérieurs. » Fin de citation. Cette simple phrase, étude sur la bière, page 40, aurait pourtant dû le faire réfléchir, comme l'exprime Béchamp. Je cite. « Pour que les germes puissent pénétrer dans l'organisme, il fallait un désordre préalable, une maladie ou une blessure qui préexiste évidemment à l'introduction de ces germes extérieurs. » Fin de citation. Pasteur n'a jamais rien démontré à ce niveau. Il affirme péremptoirement, et ça lui suffit. Il se base, pour arriver à ses conclusions, sur des expériences mal interprétées sur la maladie du vin ou de la bière. De fait, Pasteur considère qu'un animal ou un homme est assimilable à une outre ou à un tonneau rempli de vin ou de bière. C'est malheureusement vrai pour un certain nombre d'individus. Note personnelle. Il admet une panspermie morbifique pour les animaux comme pour la bière et le vin. Au commencement, un génie malfaisant aurait répandu partout les germes de ferments monstrueux à l'origine de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, de la variole, de la fièvre puerpérale, de la maladie charbonneuse, de la morve, de la syphilis et de toutes les maladies épidémiques et contagieuses. Ces maladies n'existeraient pas sans ces germes préexistants. Il y aurait même un microbe pyogénique. Les imprudences, la malpropreté, l'encombrement, l'intempérance, la mauvaise nourriture, l'inconduite, etc., sans les germes préexistants, auraient été sans danger, sans influence sur la santé. Béchamp s'insurge contre cette théorie. Je cite, « Tout cela est horriblement faux. » Fin de citation. Origine des germes. La découverte de l'existence de bactéries dans les tissus et le sang à l'occasion des maladies, typhoïde, charbon, date du XIXe siècle. Pour les savants de l'époque, il s'agit là d'un phénomène de parasitisme ordinaire, hypothèse toujours en vigueur de nos jours. Les travaux de Béchamp permettent de mieux comprendre le rôle et la place de ces prokaryotes ou bactéries. Je cite. « Il ne faut pas vous imaginer que le microzyma se convertit en bactérie sans aucune transition. On peut au contraire constater plusieurs formes intermédiaires entre le microzyma et la bactérie. Nous en parlerons tout à l'heure. Il faut seulement que vous vous souveniez que le milieu a une grande influence sur l'apparition de telle ou telle forme de l'évolution du microzyma et qu'il y a une infinité d'espèces quant à la fonction. Enfin que, selon le milieu, le microzyma peut produire des cellules au lieu de bactéries, de véritables microcytes celluleux et des moisissures. » Fin de citation. Travaillant sur des végétaux, du lait et de la viande,
En multipliant les expériences avec une extrême rigueur, il en arrive à la conclusion suivante. Je cite. « Il semble exister des bactéries à un degré inférieur de développement dans les végétaux, mais aussi dans les muscles et organes de l'animal encore vivant. » Fin de citation. Il examine aussi avec des précautions remarquables des tissus malades. Et ses conclusions sont irréfutables. Citation. « Au moment de la mort d'un animal sacrifié dans l'état de santé, dans tous les tissus, à tous les âges, les microzymas sont tous indépendants. Dans les conditions que je viens de spécifier, on peut observer des microzymas accouplés à de grains ou à un plus grand nombre de grains formant des chapelets. Plus tard, les granulations s'allongent de façon à présenter un petit et un grand diamètre. Bientôt, ces caractères s'accentuent encore davantage et on a de véritables bactéries, quelquefois même de vrais leptotrix, c'est-à-dire de très longs filaments. J'en profite donc pour vous passer quelques images qui ont été obtenues en microscopie optique. On reconnaît bien les globules rouges là, qui sont en pile d'assiettes. Et les fins filaments sont donc des leptotrix. Je poursuis la citation. Très souvent, on peut apercevoir toutes ces formes les unes à côté des autres. Il existe aussi des formes intermédiaires difficiles à décrire. Il y a des bactéries articulées en série linéaire ou brisées, mobiles, progressant dans diverses directions et agitant leurs articles. Souvent aussi, quand on observe à temps, on voit des vibrions se mouvant avec une rapidité singulière, traversant le champ du microscope comme une flèche, ou tournoyant sur eux-mêmes en progressant. Et M. Alain Scoy précise « C'est quelque chose que nous avons pu constater de notre côté, en particulier sur les crachats purulents au microscope optique à fond noir. Ils donnent l'impression d'être des chefs d'orchestre surveillant le travail des ouvriers et chargés de les stimuler. » Je reprends la citation. « On en voit d'ondulés, spirillum, etc. Mais toutes ces formes disparaissent bientôt et l'on n'a plus que des bactéries typiques, c'est-à-dire un bâtonnet plus ou moins long. Puis la bactérie devient immobile, s'allonge sans augmenter de largeur et un seul article peut acquérir jusqu'à 0,01 mm et même davantage. Enfin, dans certains milieux, on voit apparaître des bactéries mobiles ayant un point brillant à l'une des extrémités. La bactérie à point brillant ou à tête. En résumé, les divers vibrions, le bactérium chainette, le bactérium thermo, le bactérium capitatum, la bactéridie, ne sont que les diverses phases du développement des microzymas ou de certains microzymas, plus ou moins dépendants de la nature du milieu. Nous retrouvons ici le cycle de la somatide décrit par Gaston Naissance. Cet homme ne connaissait pas Béchamp et a redécouvert les microzymas qu'il a baptisés somatides. Il les a étudiés pendant des années grâce à un microscope très performant qu'il a pu mettre au point, essayant de faire le lien entre cette évolution et le risque de maladie. Son travail est très intéressant, même s'il reste encore dans un paradigme un peu guerrier. Mais revenons aux propos de Béchamp. Je poursuis la citation. Au lieu de soutenir que l'affection observée a eu pour origine et pour cause l'introduction dans l'organisme et l'action consécutive de germes étrangers, on doit affirmer qu'on n'a affaire qu'à une déviation du fonctionnement des microzymas, déviation indiquée dans le changement qui s'est opéré dans leur forme. Nous affirmons qu'il en est ainsi de par l'expérience et l'observation. Les tissus animaux, pour parler comme certains auteurs, recèlent des germes de vibrioniens. Ils parlent ici de bactéries. Pour nous, la signification est plus haute. Elle est la preuve de l'existence des microzymas comme organismes vivants d'une vie propre, indépendante. Comme dit Alain Scoy, le microzyma est un être vivant à part entière. La propriété d'évoluer en vibrioniens n'est qu'une face de leur histoire. D'après Kuss,
le savant professeur de physiologie de la faculté de médecine de Strasbourg, le tubercule pulmonaire n'est que de l'épithélium malade ou mort. La matière que nous avons étudiée, M. Estor et moi, était contenue dans des kystes à parois fibreuses. Elle était opaque, dure et friable dans l'état que l'on appelle crétacé, ressemblant à de la craie. Je vous rappelle en passant que l'étage du Crétacé cher aux géologues tient bien évidemment son nom de la craie. L'examen au microscope ne permet d'y trouver que des microzymas adultes mobiles, isolés ou accouplés 2 à 2, parfaitement caractérisables. La fin physiologique d'une cellule, c'est sa dissolution, sa régression, son retour au microzyma formateur. Quand la cellule se détruit, les microzymas restent. Il en est de même des bactéries. Quand la bactérie disparaît, les microzymas reparaissent. Dans l'estomac d'un chien en digestion, il y a des bactéries qui, physiologiquement, passent avec les produits digérés dans l'intestin grêle, et un peu au-delà du pylore, la sortie de l'estomac, on n'en retrouve plus. Il n'y a que des microzymas, mais les bactéries reparaissent dans le gros intestin et même un peu auparavant. Après la mort, nous sortons ici du domaine de la pathologie pour entrer dans celui de la physiologie de l'espèce. Il faut que la matière vivante revienne à son état primitif, car elle n'a été prêtée que pour un temps à l'être organisé vivant. Est-ce que vous réalisez la portée de cette phrase? Je vous la relis. Il faut que la matière vivante revienne à son état primitif, car elle n'a été prêtée que pour un temps à l'être organisé vivant. On a fait dans ces derniers temps jouer un rôle excessif aux germes apportés par l'air. L'air peut en apporter en effet, mais ils ne sont pas nécessaires. Les microzymas à l'état de bactéries suffisent pour assurer, par la putréfaction, le mouvement circulaire de la matière. L'être vivant, rempli de microzymas, porte donc en lui-même les éléments essentiels de la vie, de la maladie, de la mort et de la destruction. Et messieurs, que cette diversité dans les résultats ne vous étonne pas trop, les procédés sont les mêmes. Nos cellules, c'est un fait d'observation de tous les instants, se détruisent sans cesse par suite de fermentations fort analogues à celles qui succèdent à la mort. En entrant dans l'intimité des phénomènes, on pourrait vraiment dire que nous nous putréfions sans cesse. Fin de citation. J'ai l'antidote contre le pourrissement. Fin de ce cours donc sur les maladies également. Je vous remercie pour votre écoute attentive, bien sûr. Le prochain cours abordera le sujet de la dyscrasie, qui n'est pas évidemment sans lien avec les maladies. Voilà. Je vous souhaite un bon courage dans ce contexte anxiogène à souhait. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire depuis quelque temps, n'oubliez pas que la peur est l'arme de nos adversaires. Soyez peureux. N'ayez pas peur, c'est la peur qui tue. Avec moi, regardez-moi, je vais bien, je vais parfaitement bien.